Bonjour, on continue nos vidéos exploratrices de votre programme de géométrie. Aujourd'hui, c'est l'annexe 2, on est avec la capsule 2, où donc on va traiter 3 points, à savoir comment calculer le déterminant de 3 vecteurs, puis on va parler un peu de vecteurs coplanaires, et enfin, on traitera un exercice où on va réviser un peu des choses qu'on a vues dans la capsule 2. Alors, commençons par le déterminant de 3 vecteurs. Commençons donc par le déterminant de 3 vecteurs. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par déterminant de 3 vecteurs? On sait déjà calculer le déterminant de 2 vecteurs, ayant par exemple A et B sont les coordonnées d'un premier vecteur. On est dans le plan, on suppose qu'on est dans le plan, le déterminant de 2 vecteurs on l'utilise dans le plan. Voilà donc AB, puis un deuxième couple de coordonnées CD. Alors, on sait bien comment calculer ce déterminant-là, c'est A fois D moins B fois C. Alors, lorsqu'on est dans l'espace, on a 3 coordonnées. Alors, essayons de voir comment calculer le déterminant de 3 vecteurs. On va le voir à partir d'un exemple. Alors, bien sûr, on sait toujours que notre espace est muni d'un repère orthonormé direct au IJK. Si, par exemple, mon vecteur U a des coordonnées, par exemple, 1, 2, moins 3, et que mon vecteur V a des coordonnées, par exemple, 0, moins 1, 1, et que W, par exemple, 5, 1, 2, par exemple. Alors, essayons un peu de calculer le déterminant de U, V et W, qu'on va noter de la façon suivante en utilisant la même notation. On mettra les coordonnées de U ou bien sous forme de colonne ou bien sous forme de ligne, mais en respectant l'ordre, bien sûr, l'ordre qu'on a ici. Par exemple, on va mettre sous forme de colonne. Donc, c'est 1, 2, moins 3, puis 0, moins 1, 1, et puis 5, 1, 2. Voilà, alors on utilisera la technique suivante, c'est la technique qui provient de la définition d'origine d'un déterminant. On mettra ici donc plus, moins, plus. Voilà, donc ça va être égal à, donc c'est plus 1, donc plus 1. On va multiplier par un déterminant d'ordre 2, qu'on appelle un mineur, donc qu'on obtient en éliminant la colonne qui contient le 1 et la ligne qui contient le 1, on obtient ce mineur-là, c'est moins 1, 1, 1, 2. Puis, moins 0, alors attendez, puisque 0, ça va simplifier un peu le calcul, essayons de ne pas simplifier les calculs maintenant, en mettant par exemple ici un autre nombre pour éviter d'avoir un 0 ici qui va un peu plus simplifier le calcul. Je mettrai par exemple le 3, pourquoi pas? Alors je mettrai ici, donc c'est 3 moins 1, 1 pour un peu laisser les calculs. Voilà, donc moins 3 fois un autre mineur, en éliminant la colonne qui contient 3 et la ligne qui contient 3, donc c'est 2 moins 3, 1, 2, et finalement plus 5, voilà, fois le dernier mineur, en éliminant cette colonne et cette ligne, donc c'est 2 moins 1, moins 3, 1. Alors ça donnera quoi ça? Donc c'est 1 fois, moins 1 fois 2 c'est moins 2, moins 1, puis moins 3 facteurs, 2 fois 2 c'est 4, moins 3 fois 1 c'est moins 3, et finalement plus 5 facteurs 2, 2 fois 1 c'est 2, moins 3 fois moins 1 c'est 3. Alors ce qui est égal, moins 2 moins 1, alors c'est moins 3, 4 plus 3 c'est 7 fois moins 3 c'est moins 21, et là 2 moins 3 c'est moins 1, c'est moins 5. Alors ça donne finalement, on a ici c'est moins 24, c'est moins 29. Donc le résultat c'est moins 29. Voilà, c'est la façon avec laquelle, donc bien c'est la technique qu'on utilise pour calculer un déterminant de 3 vecteurs. Ça provient de la définition d'origine d'un déterminant. On ne va pas expliciter cette définition, c'est pas le moment, donc c'est pas le programme ici, c'est pas dans le programme d'expliciter cette définition-là. Donc, ce qui est demandé ici, c'est que vous devez comprendre et assimiler la technique pour calculer le déterminant. On a une autre variante qui peut paraître un peu plus simple,
pour calculer un déterminant, c'est ce qu'on appelle la règle de Sarus. Alors, la règle de Sarus consiste à faire donc la chose suivante. Voilà, donc je mets mon déterminant ici. 1, 2, moins 3, 3, moins 1, 1, 5, 1, 2. Alors, pour calculer ce déterminant-là, alors ici, pas de supposition concernant le signe. On va réécrire deux colonnes ici, la première et la deuxième. Donc, je vais réécrire 1, 2, moins 3, puis 3, moins 1, 1. Et puis, on va faire la chose suivante. À partir de ce premier coefficient, on va donc tracer en quelque sorte cette première diagonale, puis cette deuxième diagonale, puis cette troisième diagonale. On fera le calcul comme suit. Donc, le produit de ces coefficients-là, donc c'est 1 fois moins 1 fois 2, c'est moins 2, auquel on ajoute, le produit de ces coefficients-là, c'est moins 9, auquel on ajoute, le produit de ces coefficients-là, c'est 10. Puis, moins, c'est une différence, et j'ouvre ma parenthèse. Et puis, donc, on va former trois autres diagonales à partir de ce coefficient-là, coefficient de bas. Une première diagonale, une deuxième diagonale, une dernière diagonale. On fera la même chose. Donc, le produit de ces coefficients-là, c'est 15, auquel on va ajouter le produit de ces coefficients-là, c'est 1, auquel on va ajouter le produit de ces coefficients-là, c'est 12. Voilà, 2 fois 2, 4 fois 3, c'est 12. En faisant donc le calcul, moins 2 plus 10, c'est 8, moins 9, c'est moins 1, moins. Alors 15 plus 12, c'est 27, plus 1, c'est 28. Moins 1, moins 28, eh bien, c'est moins 29. On trouve bien sûr le même résultat. Voilà donc, ce qu'on vous demande ici, c'est de bien comprendre, de savoir appliquer cette technique pour calculer un déterminant, et c'est bien aussi de connaître cette règle qui nous aide à calculer un peu plus facilement un déterminant de 3 vecteurs. Voilà, concernant le premier point. Passons maintenant au deuxième point. Donc ce point, on va donc parler de vecteurs coplanaires. Bien, alors, qu'est-ce qu'on veut dire par 3 vecteurs coplanaires? Alors, 2 vecteurs, ils sont toujours coplanaires. Être coplanaire, c'est pouvoir être mis dans un même plan. 2 vecteurs, qu'ils soient comme ça, on peut toujours les ramener dans un même plan, puisqu'on sait qu'on peut translater un vecteur. Un vecteur est le même lorsqu'on le translate. Parce qu'en translatant un vecteur, on garde sa norme, on garde son sens et on garde sa direction. Donc le vecteur est toujours le même lorsqu'on le translate. Donc on a la possibilité de translater 2 vecteurs. Donc 2 vecteurs, on peut toujours les mettre dans un même plan et ils sont toujours coplanaires. Qu'ils soient collinéaires ou qu'ils soient non collinéaires, ils sont toujours coplanaires. Bien. Donc le problème de coplanarité, ça commence à partir de 3 vecteurs. Si par exemple on a 2 vecteurs comme ça, un troisième vecteur, comme si on a ce vecteur de cette façon-là, en le translatant, on voit qu'on peut les mettre dans un même plan, qu'il soit comme ça par exemple, je le translate et ils entrent dans le même plan. Donc là, ils sont coplanaires. Mais si le vecteur a cette forme-là, en essayant de le translater, on ne peut jamais le mettre dans le même plan. Donc, il y a des vecteurs à partir de 3 qui peuvent être qui sont coplanaires, qui peuvent être mis dans un même plan. Il y a d'autres, on ne peut pas les mettre dans un même plan. Alors, si par exemple, j'ai mes 2 vecteurs, voilà, qui forment déjà un plan, par exemple comme ça, j'ai déjà 2 vecteurs, je vais appeler par exemple le U et la V, et que j'ai mon troisième vecteur, je suppose que ce vecteur, je peux le mettre dans le même plan. En le ramenant au même plan, donc il va se mettre de cette façon-là. En supposant que ces 3 vecteurs sont coplanaires, c'est-à-dire on peut les mettre dans un même plan, lorsqu'on le ramène, il va donc prendre cette forme. C'est-à-dire, je peux bien le représenter comme ça par exemple.
Alors, en faisant donc les projections convenables, parallèlement donc à ça et parallèlement à l'autre, donc on obtient un parallélogramme. Donc ce vecteur-là, le vecteur W, d'après la règle des parallélogrammes, on peut bien l'écrire comme la somme de ce vecteur et de celui-là. Or, ce vecteur, il est collinéaire à U. Donc j'ai bien le droit d'écrire la chose suivante, que W étant égal à la somme de ce vecteur et de celui-là, ce vecteur est collinéaire avec U, donc il va s'écrire alpha U. Celui-là est collinéaire avec V, il va s'écrire bêta fois V. Donc, et ces deux-là, donc on va avoir notre proposition, notre définition, pourquoi pas, que trois vecteurs vont être coplanaires lorsque l'un d'eux peut s'écrire comme combinaison des deux autres. Ou bien W en fonction de UV, ou bien U en fonction de W et V, etc. Donc, je vais définir la façon suivante. Deuxièmement, vecteur coplanaire. Alors, quand est-ce que des vecteurs vont être coplanaires? Je vais écrire ici U, V et W vont être coplanaires, c'est-à-dire peuvent être mis dans un même plan si et seulement si il existe un couple alpha-bêta, un couple de réels tel que par exemple U puisse s'écrire alpha V plus bêta W. Donc si on a la possibilité d'écrire un des vecteurs comme combinaison des deux autres, et bien là, on a le pouvoir de dire que U, V, W sont coplanaires, ils peuvent être mis dans un même plan. Ça donc c'est la définition. Comment maintenant vérifier analytiquement cette chose-là? Alors on a le résultat suivant, c'est que U, V, W vont être coplanaires. Alors grâce à cette définition-là, on peut montrer le résultat suivant, c'est que donc c'est le déterminant de ces trois vecteurs UV, W va être égal à 0. Donc en pratique, puisqu'ici on ne prétend pas étaler tout le cours, bien sûr on essaie de mettre les points sur des choses qu'on peut appliquer, qu'on peut bien assimiler et appliquer. Voilà, donc pour montrer que U, V, W sont coplanaires, on va calculer leur déterminant de la façon qu'on a vu tout à l'heure. Ici ça donne 0, ils sont coplanaires. Si c'est différent de 0, ils ne sont pas coplanaires. Donc ça devient simple en utilisant ce résultat. Ce résultat se montre grâce à cette définition-là. Donc je répète, quand est-ce que trois vecteurs sont coplanaires? Ben, lorsque leur déterminant est nul. Et si le déterminant est différent de 0, les vecteurs ne sont pas coplanaires. Bien. Voilà, donc passons à l'exercice 3, donc le troisième paragraphe. On va parler donc d'un exercice qui va réviser un peu ce qu'on a fait concernant la capsule 2. Bien. Voilà, alors bien sûr, vous devez à ce moment-là donc mettre en pause votre vidéo pour prendre le temps nécessaire pour réfléchir à chacune des questions présentes ici, d'accord? Et puis donc on va corriger ensemble. Voilà, alors, donc notre espace, il est muni d'un repère orthonormé direct ou IJK. Voilà, on a un point défini par ses coordonnées, on a une droite définie par sa représentation paramétrique, un plan défini par son équation cartésienne. On nous demande d'abord de vérifier que A n'appartient ni à la droite ni au plan. Donc, première question. Alors, pour montrer que A n'est ni dans le droit dans le plan, on va commencer, comme on l'a dit dans la capsule 2, on va supposer que A appartient à la droite D. Alors, ça va être équivalent à,
on va donc utiliser la représentation paramétrique de la droite. On va remplacer le x et le y et le z par les coordonnées de A. On aura donc la chose suivante. On va remplacer x par 1. Donc 1 va être égal à 1 moins t. On va remplacer y par 0. Donc j'aurai 0 égal à 2 plus 3t. Et je vais remplacer z par moins 2. J'aurai donc moins 2 égal à t. Et bien sûr, t un paramètre réel. Alors, ce qui est équivalent à, ici j'aurai donc mon t égal à 0, là j'aurai mon t égal à moins 2 tiers, et là mon t est égal à moins 2. Ce qui est impossible, car 0, moins 2 tiers et moins 2 sont distincts bien sûr. On ne peut pas avoir un même nombre t égal à la fois à des nombres qui sont distincts, et puisqu'ici le système, entre ces étapes-là, entre ces propositions-là, c'est des conjonctions, c'est le et. Donc il n'est pas possible, parce que sinon, on devait avoir 0 égal à moins 2 tiers égal à moins 2, ce qu'il faut bien sûr, d'où c'est de là, donc on va déduire que le point A n'appartient pas à la droite T. Voilà. Bien. Passons maintenant à l'autre. Essayons maintenant de montrer un peu de la même façon comment le point A n'appartient pas au plan. Donc, on va supposer qu'il appartient au plan. On va supposer que le point A appartient au plan, ce qui va donc être équivalent à, encore une fois, on va remplacer ces coordonnées-là dans l'équation du plan. On va remplacer x par 1, y par 0 et z par moins 2. On aura donc 1 moins 2 fois 0 plus moins 2 égale à 0, ce qui va être équivalent donc à quoi? À 1 moins 4 égale à 0, finalement, moins 3 égale à 0, ce qui est impossible, bien sûr, ce qui est faux. Donc, on déduit que A n'appartient pas au plan P. Voilà donc comment on fait pour vérifier que A n'appartient pas à la droite ou que A n'appartient pas au plan. La deuxième question. Alors, la deuxième question, donner une représentation paramétrique de la droite delta qui passe par A et qui est perpendiculaire au plan P. Bien, donc essayons un peu de voir une figure qui va nous aider. Donc voilà, j'ai mon plan P, comme ça. Bon, la figure, bien sûr, c'est pas nécessaire, mais ça aide, bien sûr. Donc, il faut bien visualiser. Dans la géométrie, il est toujours préférable de faire des visualisations. Alors, ayant notre plan P, par exemple, alors on va admettre que la droite D va couper le plan P en un certain point. Donc, la droite D va être comme ça, elle va couper en un certain point. Voilà, ça c'est la droite D. On ne connaît pas ce point, d'accord? On ne connaît pas ce point d'intersection. Puis, le point A qui n'appartient ni au plan ni à la droite, prenons par exemple une certaine position ici. Alors, on nous demande de donner une représentation paramétrique de la droite delta qui va passer par A et qui va être perpendiculaire à ce plan, ou orthogonale à ce plan. Donc, je vais prendre donc, cette droite-là, elle va donc partir de A pour être orthogonale à P, en le coupant par exemple ici, et puis il continuera son chemin. Voilà notre droite, et bien sûr, il va continuer son chemin ici. Donc là, c'est la droite delta qui passe par le point A et qui est perpendiculaire ou orthogonale au plan P. On ne connaît ni ce point ni celui-là. À l'instant, on ne demande pas de les déterminer. Alors, on sait que pour avoir une représentation paramétrique, on doit nécessairement avoir un point de la droite et un vecteur directeur de la droite. Alors, un point de la droite, on le connaît déjà, puisque notre droite, il passe par A, le point A est connu. On a besoin d'un vecteur directeur. Alors, puisque la droite delta est orthogonale à P, donc tout vecteur qui est normal le plan va être directeur à la droite.
Donc un vecteur que je vais appeler n, normal à p, eh bien, peut bien être directeur de la droite delta. Comment avoir ce vecteur normal au plan P? Eh bien, c'est à partir donc de son équation cartésienne. Donc, on va écrire donc la chose suivante. Donc, puisque la droite delta est orthogonale au plan P, donc le vecteur n de coordonnées, voyez bien, c'est 1, moins 2, 1 qui est normal à P. Comment on a eu ça? C'est à partir de l'équation cartésienne de P. Voilà. Donc, voyez bien, puisque delta est orthogonal à P, donc le vecteur n qui est normal à P, on l'a eu à partir de l'équation de P, et comment? Est directeur de la droite delta. Voilà. Donc, on a déjà un vecteur directeur, on a besoin d'un point. Voilà notre vecteur directeur. On a besoin d'un point, et on sait aussi que le point A de coordonnées 1, 0, moins 2 appartient à la droite delta. Voilà. D'où on revient à la chose classique qu'on utilise. Un certain point M de coordonnées x, y, z va appartenir à notre droite delta. C'est équivalent, comme on le fait d'habitude pour cette situation-là. Le point par lequel la droite passe, c'est A. Notre point M générique, c'est M, qui va être égal à T fois le vecteur directeur, à savoir N. Où T est un paramètre réel. Ce qui est équivalent, puis on applique donc notre technique, x égale, y égale, z égale. Là, on rappelle l'équivalence d'origine. X égale, alors voilà, c'est 1, c'est 0, c'est moins 2, plus... Voilà le paramètre t qui va être multiplié par les coefficients, par les coordonnées du vecteur directeur, à savoir 1, là c'est moins 2 et là c'est 1. Finalement, donc on a x égale 1 plus t, y égale à moins 2 fois t et z égale à moins 2 plus t, où t est un paramètre réel. Voilà donc on a notre représentation paramétrique. Le point par lequel elle passe, il est là, et le vecteur directeur, il est bien là, 1, moins 2, 1. C'est bon. Donc, on a bien répondu à la question en donnant une représentation paramétrique de cette droite-là. Bien. L'autre question, on nous demande de donner une équation cartésienne du plan Q qui passe toujours par le point A et qui est orthogonale à cette droite-là. Donc, c'est un plan qui va être un peu comme ça. Donc, il va être orthogonal donc, à cette droite. Voilà, à peu près. Pardon. Donc, il va prendre à peu près cette allure. Voilà, c'est le plan Q. Donc, il passe par ce point-là. Donc, la droite est censée donc couper le plan Q là. Voilà, il continue son chemin. Ici aussi, cette droite donc censée couper donc ce plan ici, d'après ce qu'on a fait ici dans la figure, ok. Donc c'est une approche de la figure, hein, c'est pas la figure à 100%, mais c'est une approche de la figure CLE comme on voit ici. Donc il doit être de cette façon-là, ça doit couper ici. Et puis, en continuant, ça va devenir comme ça. Voilà. Ici, ce qu'on nous demande, nous, c'est de déterminer une équation cartésienne de ce plan qui passe par le point A et qui est orthogonale à cette droite. Alors, on sait aussi que pour avoir l'équation cartésienne d'un plan, on doit avoir un point du plan et un vecteur normal au plan. Voilà. Donc, déjà, on connaît un point qui appartient au plan, c'est le point A, c'est donné dans l'exercice. Il nous manque
un vecteur qui va être normal au plan. Alors, comment avoir ce vecteur? On doit utiliser l'information donnée dans la question, à savoir que le plan Q, il est comment? Il est orthogonal à la droite D. Notre plan, il est orthogonal à cette droite. Donc, tout vecteur qui est directeur, je vais appeler par exemple U, tout vecteur qui est directeur de cette droite va être normal au plan, puisque le plan est orthogonal à la droite. Voilà, puisqu'on sait qu'un vecteur normal à un plan, c'est un vecteur qui lui est orthogonal. Le fait que la droite soit orthogonale au plan fait que tout directeur de la droite va être normal au plan. Donc je vais écrire ici, la droite D est orthogonale au plan Q, donc le vecteur, je vais l'appeler U, de coordonnées, on va l'avoir à partir de cette représentation paramétrique, c'est moins 1, 3, 1, les coefficients du paramètre T, qui est directeur de la droite T, on l'a eu à partir de la représentation paramétrique donc de la droite D, et comment est normal à Q. Donc il est normal à Q. D'où, puisqu'on connaît maintenant un vecteur normal, d'où l'équation. Donc l'équation de Q va s'écrire, puisqu'on connaît maintenant un vecteur normal, donc c'est moins 1 fois x plus 3 fois y plus 1 fois z plus d égale à 0. On le sait à partir de notre cours que une équation cartésienne d'un plan, voilà, à partir d'une équation cartésienne, on peut bien avoir ces coefficients-là, ça représente les coordonnées d'un vecteur normal. Donc, une façon qu'on peut utiliser pour avoir une équation cartésienne, c'est de remplacer ici les coordonnées d'un vecteur normal. Puisqu'on a notre vecteur normal, on remplace ici, ça va être le coefficient de x, ici ça va être le coefficient de y, et puis ça va être le coefficient de z. Reste à déterminer D, bien sûr, reste une information à utiliser qu'on n'a pas encore exploitée, c'est le fait que notre plan passe par le point A. Donc je vais dire ici, et A appartient au plan Q, donc on va remplacer x, y, z par les coordonnées de A, puisqu'ils sont où les coordonnées de A? Les coordonnées de A, on les a ici. Donc, on va utiliser ces coordonnées, puisqu'il appartient au plan, remplaçant x par 1, donc c'est moins 1, plus 3 fois y, on le remplace par 0, plus 1 fois z, c'est moins 2, plus d égale à 0. D'où, là c'est 1, moins 2, plus d égale à 0, donc d est bien égal à 1. Et voilà finalement, l'équation de Q va s'écrire moins x plus 3y plus z plus 1 égale à 0. Et voilà, on achève notre travail. Donc, je répète, comme petit bilan, pour avoir une représentation paramétrique d'une droite, on doit toujours chercher à déduire à partir des données un point qui appartient à la droite et un vecteur directeur de la droite qui est un vecteur qui a la même direction que la droite. Il caractérise la direction de la droite. Pour avoir une équation cartésienne d'un plan, on doit toujours chercher à avoir un point qui appartient au plan et un vecteur normal au plan, c'est-à-dire un vecteur qui est orthogonal au plan. Et puis, on a parlé aussi de comment calculer le déterminant de trois vecteurs. On a vu la technique d'origine en lien avec la définition d'un déterminant. On met des plus et des moins, on alterne des plus et des moins. On a vu la règle de Sarus. On a parlé de vecteurs coplanaires. À partir de 3, on a bien sûr insisté sur le cas de 3 vecteurs, c'est dont on aura besoin. Donc, ce que veut dire donc 3 vecteurs coplanaires, c'est le fait de pouvoir les mettre dans un même plan. Et comment savoir s'ils sont coplanaires? En calculant leur déterminant. Si le déterminant est nul, ils sont coplanaires, sinon ils ne sont pas
coplanaire. Voilà. Une petite figure là qui est, c'est toujours préférable de faire des représentations pour bien visualiser les choses. Alors on n'a pas parlé de ces points d'intersection, comment on peut les avoir. On n'a pas parlé de la position entre ce plan et ce plan. Sont-ils vraiment parallèles ou bien ils vont se couper où? La position, si on continue cette droite là, est-ce qu'ils vont se couper ou ils ne vont pas se couper? Ben, tout ceci, ça fera l'objet donc de la capsule 3. Bon courage!